Sacha Mandal, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'agence Majorel et créateur de la technologie d'analyse de l'opinion publique Lucie Opinion Analyzer. Vous entamez la séquence d'ouverture du Parieur Forum de l'après-midi parce que c'est très intéressant. On a vécu ces derniers temps une sorte de bashing autour de l'aviation avec beaucoup d'idées, de rumeurs qui circulaient. Et ce qui est intéressant, c'est que votre méthode d'analyse permet de recalibrer un petit peu les biais. Le transport aérien, donc on a vu, était voué aux gémonies. Et il y a un effet de bruit dû aux réseaux sociaux. Et donc, en travaillant sur ces sujets, vous avez fait pour nous, pour le Parieur Forum, une étude exclusive. Cette étude exclusive, vous allez nous en révéler les premiers points, mais c'est assez étonnant. Sacha, à vous. Merci Max, j'espère ne pas vous décevoir. Et en effet, parce qu'il y a une forme de passion pour les anti-vax, les anti-5G, les anti-avions. Et Lucie, que nous avons créée, qui est une solution prédictive et d'analyse de l'opinion publique pour les entreprises, pour le marketing, est fondée sur à la fois une technologie singulière et sur une méthodologie qui permet de retraiter les sentiments, les comportements, les expressions de 100 000 Français. Alors, je vais commencer par ces fameux anti-avions, puisque c'est d'eux dont on parle. J'en ai même pas fait un paragraphe, mais en tout cas une avant-scène. Les anti-avions, combien sont-ils? Alors, on a pesé leur poids, ce qu'on appelle le poids sec. Dans l'opinion publique française, il y a environ un petit demi-point de Français qui sont activement des anti-avions revendiqués. C'est-à-dire qu'ils s'affirment dans une posture qui est clairement anti-avion. Vous en avez ici un certain nombre d'exemples. Ce chiffre peut vous apparaître considérablement plus bas que ce qu'on pense par moment, et c'est dû à un certain nombre de biais que je vais ici vous présenter. Alors, qui sont ces 0,3% de Français qui s'affirment, qui s'assument anti-avion? Vous avez des activistes écologistes pour 2 tiers d'entre eux, vous avez des jeunes pour 1 tiers d'entre eux, et vous avez des militants plutôt d'extrême gauche pour 1/4 d'entre eux. Mais leur visibilité réelle, c'est-à-dire l'audience qu'ils arrivent à générer auprès des Français, est extrêmement variable. Alors, auprès de gens comme nous ici, plus ou moins fans d'aérien, avgip comme on dit, leur audience est de l'ordre de 41%. Donc, une petite communauté de 0,3% arrive à générer une audience de quasiment de la moitié d'une communauté très investie sur les sujets aéronautiques. Audience qui est également importante auprès des élus, 29%, et des journalistes, 21%. Nous sommes tous ici un peu concernés donc, par ces biais de perception, donc il faut les concevoir comme tels. Nous sommes brouillés par les effets que nous générons nous-mêmes des choix que nous émettons sur les réseaux sociaux de suivre plutôt telle problématique ou plutôt telle autre. Mais seuls 8% des Français sont directement touchés par les anti-avions. Il y a donc une majorité silencieuse, comme on l'appelle assez souvent, de Français qui, dans leur cœur ou dans leur esprit, choisissent l'avion, ou en tout cas ont une expression qui est assez apaisée sur le sujet. Ils représentent 17% des Français qui ont plutôt un comportement de consommateurs. Voilà, je vous ai ici, pardonnez-moi, sauté cette slide, mais sur les anti-avions, comme je vous l'ai dit à l'instant. Les Français qui parlent d'aviation, ils sont environ 17%. À 7% d'entre eux, ils parlent du prix de leur billet d'avion, à 2% de l'impact environnemental. Et ce que l'on observe dans les conversations des Français que nous analysons, c'est qu'il y a un choix de l'avion qui est plutôt un choix rationnel qu'un choix de cœur, qui est en général la conséquence d'une analyse tarifaire et donc de la différence avec le train. Comme on peut un peu plus tard ici l'observer. Donc 17% des Français parlent de l'aviation, 7% d'entre eux s'attardent sur le prix des billets et 2% seulement sur les conséquences environnementales de celui-ci. Alors, il faut soigner cela et il faut trouver des perspectives. C'est un peu ce que l'on essaie de faire dans cette étude. Pardonnez-moi, ce n'est pas la version synthétique ici, donc je la passe extrêmement vite, mais vous pouvez la retrouver, je l'imagine, dans le lien qui vous sera adressé. Et en tout cas, on est à votre disposition pour cela. Et donc, il faut rendre l'aviation de demain plus concrète, pour tenter de reconquérir une part du public qui est cette espèce de zone grise de l'opinion publique qui n'est ni pour ni anti, contrairement à ce que l'on pense souvent. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a en France des technophiles qui sont de l'ordre de 10-15% de la population française, qui sont extrêmement investis sur les sujets d'énergie, qui le sont relativement sur les sujets spatiaux et qui le sont de façon plus marginale sur les sujets d'aviation. Bref,
Bref, il y a un puits considérable de remobilisation de l'opinion publique autour des sujets de l'aviation du futur, aviation durable, aviation verte, et qui ne sont aujourd'hui absolument pas captés, ou peu captés, tant par les médias que par les industriels. Et donc, deux blocs s'affrontent, comme deux éléments incompatibles dans un verre d'eau, dans une tasse de café, nos technosceptiques et nos techno-optimistes. Je continue pour vraiment préciser ce qui nous a frappé. D'abord, entre les Français qui s'intéressent aux nouvelles technologies et les Français qui parlent d'aéronautique, il y a une très faible interconnexion. C'est-à-dire qu'il y a très peu de compatibilité, il y a très peu de ressorts exploités par les technophiles vers les Français qui s'intéressent à l'aviation, qu'ils en soient consommateurs ou qu'ils s'y intéressent en tant que citoyens. Alors pourquoi ça n'intéresse pas encore aujourd'hui? Parce que les conversations techniques ou technologiques sont assez marginales dans le domaine, parce que l'expertise est peu relayée, mal relayée. C'est très intéressant de se réunir en tant qu'expert, mais ensuite il faut trouver les moyens d'aller porter notre expertise au-delà de nos écosystèmes professionnels. Et puis parce qu'il y a une obsession pour les mécanismes de polarisation entre les pro-avions et les anti-avions. Donc il y a un rôle pour les industriels, et on prend ici deux exemples, la blockchain et les drones. La blockchain, pourquoi? C'est que 0,6% des Français en parlent, mais 26% des Français en entendent parler. Pourquoi? Parce que cette technologie est largement portée par des experts vers un certain nombre de communautés de Français qui s'y intéressent. Il y a des ambassadeurs, il y a des relais, il y a des médias pour cela, et donc ils vont vers la conquête de l'opinion à travers un certain nombre de pédagogues ou de transmetteurs. Quant aux drones, autre exemple intéressant que pourrait suivre l'aviation durable, c'est celui de la démonstration immédiate ou de l'illustration par des preuves, par des exemples qui s'impriment plus dans la vie quotidienne des Français ou d'ailleurs de n'importe quel citoyen au monde. Et donc vous avez là deux mécanismes d'adoption très forts de deux technologies ou de deux systèmes particulièrement innovants qui se font sans douleur auprès des Français. Je poursuis et j'en termine. Nous avons pu analyser l'audience réelle, la visibilité de 4 industriels auprès des Français, mais aussi de leur audience auprès des AvGeeks, sur des thèmes assez différents, pour Thales, les partenariats industriels et l'emploi, pour Dassault, l'aviation militaire. Et ce que l'on peut observer, ce que l'on peut en tout cas identifier, c'est les ambassadeurs qui permettraient d'aller porter au-delà de ces univers professionnels fermés ou secteurs industriels très limités dans leur audience, mais qui permettraient de porter cette voix vers l'opinion publique, tant donc par des experts qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être investis d'une mission de pédagogie, mais aussi vers l'illustration par des objets concrets, des images concrètes de l'aviation du futur. Voilà, j'ai fait très vite, mais tout ceci vous sera accessible. Bien sûr, tout cela sera bien sûr disponible sur le site du Paris Air Forum. Merci Sacha. C'est important de rencontrer finalement la réalité de l'opinion et de comprendre d'une part la mauvaise utilisation qu'on peut faire des médias, mais également peut-être une certaine paresse qu'ont eu les acteurs de la filière aéronautique en oubliant de communiquer ou en cessant de communiquer sur la part de rêve, d'imaginaire qui a caractérisé toute l'histoire de l'aéronautique pour être finalement dans des courbes statistiques de réussite, de part de marché. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, c'est pour ça que, pour suivre tout de suite, on va parler de dirigeables. Le dirigeable, c'est en tout cas, c'est l'aérostat les plus légers que l'air. Donc, c'est le début de la conquête de l'air. Le premier vol humain, c'est sur un plus léger que l'air. Et aujourd'hui, de manière très intéressante, il y a une émergence de nouvelles technologies et une convergence de projets très très différents, mais qui reposent sur ce plus léger que l'air. Alors tout de suite, je vais m'adresser à André Soulage pour qu'il nous parle de cette émergence, convergence du dirigeable. Bonjour à tous. Donc je dirige le pôle de compétitivité SAFE, qui est un des pôles de compétitivité aéronautique. Et dans notre feuille de route, notre mission, c'était de travailler en grande partie sur les nouveaux usages, et en particulier sur les dirigeables. Donc on a instruit ces sujets de dirigeables, et on a fait valider par le gouvernement le fait de développer un plan industriel dirigeable dans les plans de la Nouvelle France industrielle fin 2013. On a sélectionné les projets de façon très rigoureuse, et on a en fait eu la convergence de 2 grands projets sérieux, solides, en termes de consortium industriel, de feuilles de route technologique,
de plan de financement et surtout de modèle économique et de viabilité du modèle de ces solutions-là. Ces deux projets sont le projet de dirigeable charge lourde qui est aujourd'hui porté par Flying Wells, qui pourra vous en parler bien mieux que moi, et puis un dirigeable porté par Thales Alenia Space, son consortium, qui s'appelle Stratobus et qui a des missions tout à fait différentes, qui volent beaucoup plus haut, et on en parlera un petit peu après. Donc ces projets ont été sélectionnés et le gouvernement a accepté de les financer. Et quasi simultanément, à quelques mois d'intervalle, on a eu 2 projets structurants des pôles de compétitivité, donc des projets de financement qui ont été acceptés par le gouvernement, par le CGI, le commissaire général à l'investissement à l'époque, qui a permis de lancer le financement de la partie R&D de ces projets-là. Et tout ça, c'était fin 2016, début 2017. Et ces projets sont maintenant en voie de développement très, très concret. Alors, Sébastien Bougon, André est donc PDG de Flying Wells. Donc, cette nouvelle technologie de dirigeable, est-ce que vous pouvez nous raconter, ça fait image, hein, les dirigeables sur lesquels vous travaillez? Oui, alors, d'abord, il faut bien comprendre que de la même manière qu'on Tesla, par exemple, a réinventé la voiture électrique qui existait au début du XXe siècle, ou que si on compare le tramway aujourd'hui qu'on voit à la Défense, ce serpent blanc ultra moderne, dont on a l'impression qu'il flotte sur l'herbe par rapport au vieux tramway en bois de San Francisco, c'est à peu près la même chose, hein, c'est à peu près la même révolution, au détail supplémentaire près que aujourd'hui ces aéronefs doivent être certifiés exactement comme un avion ou un hélicoptère, donc démontrer un niveau de safety comme l'industrie le connaît bien autour de 10-9. Donc évidemment, ce sont des process qui sont beaucoup plus lourds. Donc, comme l'a dit André, nous, le projet est parti d'un besoin très spécifique. Hein. Personne n'a eu l'idée un jour de faire un dirigeable charge lourde, tellement cette idée était farfelue, mais d'un besoin très particulier qui est lié à notre industrie du bois. Voilà, c'est un paradoxe, mais en 2012, c'était le 2e ou le 3e poste de déficit de la balance commerciale de la France. Et il fallait trouver une solution pour aller extraire des gros volumes de bois, sans faire de route ou de piste, parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, et puis aujourd'hui, l'empreinte environnementale n'aurait pas été acceptée. Et donc, on a réfléchi avec l'ONF d'une part et l'ONERA d'autre part. La question des super hélicoptères, de toutes les façons, elle est assez vite réglée, parce qu'on sait qu'un hélicoptère raisonnable européen, il fait 4-5 tonnes de payload, là où on avait besoin de 60 tonnes. Vous avez une exception russe, une exception américaine qui monte respectivement à 18 et 15 tonnes. Enfin, on en était très loin. Et donc, on s'est posé la question de réinventer le dirigeable charge lourde avec des technologies modernes, avec des processus de développement. Donc aujourd'hui, c'est un gros programme aéronautique qui fait un demi-milliard, qui est porté à 75% par la France et 25% par le Canada. Dans les actionnaires français, vous avez des actionnaires publics, mais majoritairement des privés. Donc en public, vous avez la région Nouvelle-Aquitaine, l'Office national des forêts évidemment. Dans les privés, et puis pour Augustin Normandin, je vais mettre peut-être ADP dans les privés, mais vous avez Aéroport de Paris, vous avez Air Liquide, vous avez Bouygues, etc. L'État français est en train de prendre une position aussi pour renforcer le caractère souverain de ce projet. Et puis, ça c'est l'amont. Et en aval, je le cite ici parce que beaucoup d'entre vous sont là, vous avez un très grand consortium industriel, comme a pu le monter Airbus ou Boeing sur ces grands projets, dans lequel vous avez une quarantaine d'entreprises de l'aéronautique, tous les grands majors. Hein, on a... je sais pas, Safran, Thales, Pratt & Whitney, Honeywell, etc. Et puis beaucoup d'ETI, de PME. Et donc un grand consortium qui aujourd'hui développe cet aéronef. Et puis peut-être pour finir sur cette espèce de bref exposé, on s'est aperçu très tôt que non seulement il fallait développer le constructeur, mais il fallait aussi développer l'opérateur. Donc au sein de Flying Wells, 2 entreprises sont en train de se développer entre la France et le Canada. Flying Wells Industries, en toute modestie et proportion gardée, est le Airbus du dirigeable charge lourde, et Flying Wells Services, qui est l'opérateur, mais à la fois un opérateur de compagnie aérienne, puisqu'on va opérer 150 machines dans le monde, et un opérateur de base, nos micro-aéroports, si vous voulez. Donc on va déployer en s'appuyant sur le savoir-faire d'Aéroport de Paris 150 bases dans le monde là aussi. Voilà un petit peu pour vous décrire rapidement ce projet. Est-ce que vous pouvez nous donner des dimensions de la soute ?
Alors, la soute est extrêmement impressionnante. La soute est plus grande que cette salle, d'ailleurs. Elle va faire 100 mètres de long par 8 mètres de haut. Ça veut dire qu'elle pourra... Alors, on n'a pas tellement de mérite, parce que pour porter 60 tonnes, il faut un tel volume d'hélium que cette machine est immense. Hein. Elle fera plus de 200 à 380 de long. Et puis, dans cette soute, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre des pales d'éoliennes. Alors, évidemment, du bois. C'est la raison pour laquelle, originellement, on a été pensé. Mais aujourd'hui, on a signé avec les 5 acteurs mondiaux de l'éolien, on va y mettre des containers, on va y mettre tout un tas de choses. On est même en train de développer avec un consortium ad hoc un hôpital mobile pour l'Indonésie et le Grand Nord canadien. Voilà, donc un hôpital qui va faire 80 mètres de long, 30 tonnes de structure, 30 tonnes d'équipements qui sont pensés actuellement par Siemens Healthcare. Bon, voilà, le type d'application qu'on peut faire. Je vais rajouter un point, parce qu'en fait, j'ai oublié l'essentiel. C'est qu'est-ce qui différencie cette solution des dirigeables du siècle dernier. Les dirigeables du siècle dernier, au-delà de la modernité, évidemment, ils ont porté jusqu'à 90 tonnes. Donc, nos 60 tonnes ne sont pas tellement impressionnantes. Sauf qu'ils se posaient pour charger et décharger. Voilà. Les avions se posent pour charger et décharger. Nous, notre premier client, l'Office national des forêts, nous a forcé à développer une solution qui charge et décharge en vol stationnaire. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas de place en forêt, et de toute façon, vous n'avez pas de place au Syrie non plus. Et donc, c'est cette technologie qui est tout à fait novatrice, qui va permettre deux choses formidables. Non seulement une flexibilité opérationnelle absolue, puisque comme l'hélicoptère, on va pouvoir charger et décharger à peu près n'importe où, depuis n'importe où. Et puis, par ailleurs, une empreinte environnementale minimaliste, puisque pas d'empreinte au sol en opérant. Voilà. On va avoir une chaîne de propulsion qui va tendre vers le tout électrique. On passe par une première phase hybride, parce qu'aujourd'hui, les piles à combustible, on embarque 4 MW, donc sont pas disponibles, et le certificateur, je ne crois pas prêt pour de tels challenges. Mais à terme, on sera tout électrique. Donc, vous voyez, une machine qui n'aura pas d'empreinte en vol et qui n'aura pas d'empreinte au sol non plus. Voilà. Donc, par rapport au bashing environnemental, donc une véritable solution disruptive. Et alors, Stratobus, on n'est pas du tout à la même altitude. Pas du tout. C'est une machine qui vole à 20 000 mètres de haut, qui ne fait pas de transport. Elle a à peu près la même taille que la machine de Flying Whales. Elle porte beaucoup moins parce qu'elle est beaucoup plus haut et qu'elle a moins de portance. Mais sa mission est une mission très, très intéressante. C'est la permanence de mission. Elle est capable de rester à la verticale d'une zone sur des durées d'1 année, et donc d'assurer des missions de surveillance civile et militaire, de télécommunications, avec des marchés qui sont très, très importants. Elle est à 20 000 mètres de haut. Ça permet sur un théâtre d'opération, comme aujourd'hui sur la zone de conflit qu'on a en Ukraine, une machine au-dessus de la Pologne pourrait permettre de surveiller une grande partie du territoire ukrainien. Et effectivement, militairement, c'est un game changer. Donc il est piloté par Thales Alenia Space, ce projet. Il a eu ses premières phases de financement. Et aujourd'hui, on espère avoir une bonne décision du Fonds européen de défense pour poursuivre le financement et le développement de ce projet, le deuxième grand projet des dirigeables, du plan industriel dirigeable que j'ai eu l'honneur de lancer il y a quelques années, quand même, fin 2013. Merci André, merci Sébastien. Donc on voit que si on sait utiliser les bons arguments de communication, ça c'est Sacha qui validera ou pas, je pense que ce bashing souvent assez inconséquent, paradoxal, peut être inversé, c'est-à-dire le progrès il profite à tous. C'est-à-dire que des territoires qui n'ont pas d'infrastructures, donc qui vont être enclavés, peuvent être désenclavés. Le projet d'hôpital itinérant, c'est quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire des zones où on sait que si on construit un hôpital, il va se délabrer rapidement, et là, on peut avoir quelque chose d'up-to-date dans des zones, donc ça change la vision urbanistique qu'on peut avoir dans des territoires en développement, ça change l'occupation du territoire, et puis également l'observation, la communication, c'est quelque chose, en plus à des bas coûts où on peut avoir de la souveraineté, c'est quelque chose également de révolutionnaire, et pas seulement pour les pays, on va dire, nanti-européens, les pays développés, mais pour tous les pays en développement, en voie de développement, c'est vraiment des outils très très importants. En termes de télécommunications, Stratobus permet de couvrir des territoires entiers, sans zone blanche, avec une capacité d'upgrader très rapidement ces systèmes-là. On n'aurait pas de telle durée pour mettre en œuvre la 5G si on avait des réseaux de Stratobus en l'air.
Donc, et c'est beaucoup plus écologique, ça a beaucoup moins d'empreinte environnementale. C'est ça le driver, c'est l'empreinte environnementale. Donc voilà, c'est des sujets qu'il faut faire connaître. Alors, c'est des sujets importants et je me tourne vers Patrick Daher. Patrick Daher, qui est le président du salon du Bourget, le premier salon au monde, où vraiment toute la filière se retrouve tous les 2 ans. Et également, c'est le président directeur général de Daher. C'est une entreprise qui fabrique des avions de petite taille. Et puis avec Alain Di Crescenzo, et on va essayer qui est le président de la CCI France, et également qui connaît bien la filière puisqu'il est président de la CCI Occitanie, si je me trompe. J'ai été. Voilà. Donc, on parlait des territoires et comment ces nouvelles technologies peuvent apporter des solutions. Alors, je vais me tourner tout de suite vers Patrick. Dire le salon du Bourget 2023. Donc, c'est un événement international. Ça va être le salon de la sortie de crise. Sortie Covid, on espère sortie de la crise Ukraine. Qu'est-ce que ce salon 2023 va nous présenter ? Alors, c'est le salon de la sortie de crise, mais je pense que c'est surtout le salon de la transformation de la filière aéronautique. On parlait du fly-bashing tout à l'heure. Le fly-bashing, même si j'ai entendu les chiffres, c'est relativement faible, il y a quand même, au fond, une vraie prise de conscience de la filière aéronautique que nous devons changer. Et on doit changer en profondeur. Et dans le salon du Bourget, qui va être à la fois la sortie de crise et le relancement, nous allons mettre en évidence tout ce que nous pouvons faire, nous, dans la filière, pour pouvoir décarboner l'avion. Alors, on va le décarboner lentement, certes, mais on va le faire. Et on va le faire avec, lors du Salon du Bourget, c'est ce qu'on va montrer. On va montrer les métiers pour attirer des jeunes vers l'aéronautique, les métiers qui nous permettent de décarboner. On va montrer toutes les innovations que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup d'innovations dans le monde de l'aéronautique, en particulier en France, appuyées par le gouvernement. On va montrer les nouveaux modes d'aéronefs. Alors, je ne pense pas que l'on pourra montrer des dirigeables, c'est un peu grand, mais on pourra montrer ce qu'on appelle l'urban mobility, c'est-à-dire les petits aéronefs qui, demain, remplaceront peut-être en partie nos taxis. On va montrer des nouveaux carburants, ce qu'on est capable de faire pour, dans un délai relativement proche, arriver à décarboner l'industrie aéronautique. Il ne s'agit pas de dire on pollue plus ou moins que les autres. Il s'agit que nous devons tous faire un effort, et l'effort qui est lancé dans le monde de l'aéronautique est considérable actuellement, et ça sera une vitrine exceptionnelle. Merci Patrick. Alors je me tourne vers Alain Di Crescenzo, parce que le salon du Bourget, on veut se dire la CCI France, comment elle est intéressée, comment elle est impliquée. Alors, double casquette, CCI France et puis CCI Toulouse Occitanie. Alors là, je vais avoir de très gros problèmes parce qu'on ne cumule pas. Voilà, donc j'étais président de la CCI Haute-Garonne, d'ailleurs, chez un de mes collègues qui est là, Occitanie et puis maintenant CCI France. Voilà. Alors comment on accompagne, si vous voulez, on accompagne les entreprises. C'est là que beaucoup de choses se passent. C'est là qu'on a la visibilité, c'est là qu'on fait du networking. Et donc notre job à nous, c'est d'accompagner un maximum d'entreprises. Donc sur le salon du Bourget, c'est-à-dire qu'on monte un stand collectif, par exemple sur l'Occitanie que je connais bien, le conseil régional, puisque les régions sont omniprésentes, donc il y a des pavillons par région, et donc on monte un stand collectif avec plusieurs dizaines d'entreprises, donc on doit avoir à peu près 150, presque 200 entreprises, et donc on fait en sorte de leur faciliter la vie, donc en offrant des infrastructures éco-financées et mutualisées.
Alors, les Salon du Bourget, il faut bien comprendre, donner quelques chiffres. C'est 2,1% du PIB européen, ça fait 300 milliards d'euros, 5 millions d'emplois en Europe, 360 000 emplois sur tout le territoire français, 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire quand on parle de cette filière du transport aérien, de l'aéromobilité, de tout ce que ça apporte, et on l'a vu sur les communications que chacun utilise quotidiennement, c'est grâce à cette filière. Alors, il y a des grosses entreprises, et on les a entendues toute la journée, mais par exemple, la vivacité, le dynamisme de cette filière, c'est des entreprises d'une taille beaucoup plus modeste, donc il faut accompagner, on en reparlera Alain Di Crescenzo, mais par exemple, Daher, comment une entreprise comme Daher se positionne au Salon du Bourget, qu'est-ce qu'elle va présenter ? Alors, on va présenter tous nos produits, évidemment, mais on est en train d'investir énormément, et je crois qu'il faut dire un mot sur le coût de la transition énergétique dans le monde de l'aéronautique. On en parle beaucoup un peu partout dans tous les secteurs. C'est particulièrement vrai dans le monde de l'aéronautique. Ça va coûter très, très, très cher. Et donc, seules aujourd'hui des très grosses entreprises, bien sûr Airbus, Dassault, etc., investissent beaucoup. Et puis des entreprises comme Daher, qui fait 1,4 milliard de chiffre d'affaires, qui arrivent à investir. Nous sommes une poignée, 5 ou 6 entreprises de cette taille-là à être capables d'investir. Et nous, on investit notamment sur un démonstrateur hybride avec Airbus et Safran. Un démonstrateur hybride sera un avion qui sera comme une voiture hybride, à la fois capable de voler en thermique et en électrique. Le premier vol est prévu cette année. Donc, dès cette année, nous serons capables de voir si la capacité hybride des avions est quelque chose qui est jouable. Voilà. Donc et puis on investit aussi sur des centres de recherche, à la fois en logistique, en industrie et dans les avions. 3 centres de recherche qui sont sur 3 régions différentes d'ailleurs. Donc on voit que Daher est une société qui a l'air insolide, mais il y a des tas de sociétés qui vont avoir besoin d'être consolidées dans cette sortie de crise. Et là, je me tourne vers Alain Di Crescenzo. Comment les aider, comment les accompagner, quelle vision on doit avoir, aussi bien de l'industrie, des territoires et de l'Europe. Oui, peut-être Max, si vous le permettez, peut-être revenir sur l'importance peut-être de la filière pour les territoires, parce qu'on est passé très vite. Je crois que quand vous avez cité les chiffres de la filière au niveau européen, national, je voudrais qu'on regarde ce que ça donne sur des territoires comme la Nouvelle-Aquitaine, comme l'Occitanie. Il faut savoir que chez nous, ça drive plus de 10% de l'emploi. D'accord ? Si je regarde sur la Haute-Garonne, direct et indirect, c'est 20% de l'emploi. Si je regarde ce qu'on injecte tous les jours en termes d'achat, chaque année, ce que vous investissez, vous, la filière, sur un territoire comme l'Occitanie, c'est entre 5 et 7 milliards d'euros qui est injecté dans l'économie. La deuxième chose qui est importante par rapport à ce qu'est cette filière, c'est qu'elle a une grande visibilité. Et ça, en question d'entrepreneur, quand on regarde les backlogs d'Airbus, quand on regarde les prévisions de montée en cadence, ça veut dire que quelque part, donc vous donnez une visibilité qu'il faut faire ruisseler pour toutes les entreprises et les PME. Je reviendrai sur l'accompagnement. Et tout ça, ça veut dire que c'est une filière structurante pour les territoires. Jamais on aurait eu une zone comme Blagnac, par exemple, chez nous, Toulouse, Blagnac, aussi structurée en termes d'aménagement pour les entreprises, en termes de transport, etc. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est que c'est un accélérateur d'innovation, un accélérateur d'international et aussi de sustainability, pour le dire en anglais. Premièrement, quand vous faites de l'innovation pour l'aéronautique, vous en faites pour tout le monde. Et moi, j'ai un cas extraordinaire. On a pris des systèmes qui étaient pour l'aéronautique de câblage, on les a adaptés au ferroviaire et c'est ainsi qu'Alstom a créé un centre mondial d'excellence en électricité qui a été développé à Toulouse. On l'a développé ensemble, donc je le connais. Sur l'international, c'est pareil. Dès qu'on se côtoie, une entreprise côtoie le monde aéronautique, elle devient internationale. Et sur le développement durable, et j'en parle avec Julie qui était tout à l'heure avec moi à table, l'aéronautique va devenir le modèle, tu l'as dit, un modèle en termes de développement durable, d'empreinte carbone qui sera réutilisé. Quand on voit ce que ça représente,
Pour les entreprises, pour les territoires, pour les autres filières, il faut les accompagner. Alors comment on les accompagne? Évidemment, on ne va pas accompagner les grands groupes. Ils n'ont pas besoin de nous. D'accord? C'est essentiellement la TPE, la PME et un peu de TI. Premièrement, ils nous disent « aidez-nous à nous implanter ». Pas si facile en France, l'implantation, hein, pour des questions de foncier, etc. Aidez-nous à nous implanter, aidez-nous à embaucher nos premiers collaborateurs. Deuxième chose qu'elles nous disent, c'est aidez-nous à nous développer. Développer, c'est faites-nous faire du business. Globalement, on les accompagne sur des salons extraordinaires comme le Salon du Bourget, mais pas que, d'accord? C'est aussi les accompagner dans le développement international au sein de la Team France Export, donc c'est des missions que l'on fait sur des salons aussi à l'étranger, mais généralement pour qu'elles rencontrent des clients. Et elles nous disent aussi, accompagnez-nous dans la relation entre ce que sont les grandes entreprises et la supply chain. Et c'est pour ça qu'on a créé de ce qu'on appelle des clubs stratégie achat, qui permettent à ces deux mondes, celui qui est le donneur d'ordre et celui qui fournit, de pouvoir travailler ensemble et de mieux se comprendre et d'anticiper. L'autre chose qui est importante pour nos entreprises, donc ensuite, c'est faire en sorte de les accompagner dans l'innovation. Alors là, encore une fois, on ne fait pas tout, on joue le rôle de l'orientation. On oriente vers les clusters, on oriente vers les réseaux européens comme European Enterprise Network par exemple, et donc on fait en sorte que ce matching se fasse le plus rapidement possible, donc autour de nos entreprises, de façon à les aider là-dedans. Et peut-être que le dernier point qui est important dans l'accompagnement, c'est la représentation n'est pas le GIFAS, on représente toutes les entreprises, mais c'est de dire aux collectivités, à ceux qui pensent le futur de notre pays, le futur de nos entreprises, cette filière est là et nos entreprises sont là. Voilà globalement le job des chambres de commerce au quotidien et sur les territoires. Donc 121 chambres de commerce et d'industrie en France. Alors, quand vous entendez des projets comme ceux d'André Soulage et de ces dirigeables qui incarnent l'avenir des solutions décarbonées, comment, quand on va voir une SSI, comment on va être accueilli? Alors, là, c'est des gros projets. Bon, globalement, on aide aussi à la recherche de financement. Ce qui est important quand on voit des projets comme ça, c'est les faire connaître. Et bien souvent, la difficulté qu'on peut avoir, c'est les faire connaître. Deuxièmement, si vous voulez, c'est aussi les inciter à aller vite, aller jusqu'au bout. Vous avez parlé tous les deux tout à l'heure du bashing. Moi, j'ai une école qui s'appelle Super-Héros, qui n'est pas très loin de chez moi. Est-ce que vous savez que dans cette école, on a du bashing autour de l'aéronautique? Est-ce que vous savez qu'il y a des manifestes qui sont écrits donc, autour de l'aéronautique et de la pseudo-pollution, 2% d'émissions versus 10% sur les téléphones portables, donc qui partent de Super-Héros. Donc si vous voulez, ces projets, bien sûr, on est là pour les accélérer, les aider, et surtout dans tout ce qui est green, on va dire, c'est les communiquer de façon à faire en sorte qu'ils puissent se développer le plus rapidement possible et faire changer cette tendance désagréable qu'on a là-dessus. Peut-être oublier quelque chose, c'est la formation. N'oubliez pas que dans tout ce que nous faisons, s'il y a quelque chose qui est le socle de base de tout, c'est la formation. Et les chambres de commerce, on forme 450 000 personnes chaque année, y compris on a créé des établissements et des formations autour de l'aéronautique. Il y a une excellente formation, c'est l'Aerospace MBA de TBS par exemple, qui en fait partie, mais pas que, à Nice, à Tarbes, etc. Très bien, merci. Écoutez, nous allons passer à la suite de notre programme du Paris Air Forum. En tout cas, on se donne rendez-vous dans un an au Salon du Bourget et puis le 10e anniversaire du Paris Air Forum, donc qui aura lieu le vendredi qui précède le Salon du Bourget. Et avec notre ami Patrick Daher, on aura imaginé comment faire un événement qui mette la France, Paris, Île-de-France, au premier plan de l'innovation décarbonée au monde. Merci.